Téléspectateurs de Canal King Télévision, nous voici sur ce plateau pour ce numéro de l'émission Monde du Travail qui s'occupe de toutes les questions liées au travail. Nous avons invité le secrétaire général du syndicat Foussine, Fidèle Ebongo. Avec lui, nous allons échanger plus particulièrement sur la réforme de l'administration publique qu'il a déplorée la fois passée, qu'elle a été stoppée par Madame Yolande Ebongo. Aujourd'hui, nous avons un nouveau ministre, le vice-premier ministre de la fonction publique et modernisation, Jean-Pierre Eliaou, et nous allons faire une sorte d'évaluation depuis qu'il a pris le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Bonjour, président Fidèle Ebongo. Bonjour. Avec vous, nous allons parler de la réforme de l'administration publique. Pour rafraîchir la mémoire, qu'est-ce que nous pouvons attendre de la réforme au niveau de l'administration publique? Bon, la réforme au niveau de l'administration publique, elle est consécutive à un état de lieu qui avait été fait à son temps et qui a constaté qu'il y a de véritables dysfonctionnements dans la manière de conduire le travail au niveau de l'administration publique et qu'il faille pour cela mener des réformes, c'est-à-dire donner une autre forme à ce qui existe. Alors cet état des lieux a mis en place un certain nombre de cellules qui sont chargées de la réforme. Et ces cellules ont travaillé avec le gouvernement pour donner des pistes et des solutions, des voies de sortie de cette crise administrative qui ne dit pas son nom. Nous sortons de la République d'Isaïr. Il y a des textes qu'on devrait ramener ou corriger pour que ça devienne les textes issus de la République démocratique du Congo. Tout ça, il a fallu revoir toutes ces choses. Les statuts, notamment, qui est un statut rédigé depuis 1982-83 par le fait président Mobutu, qu'il avait signé avec une ordonnance. Et il faudrait un nouveau statut pour la République démocratique du Congo. Alors tout ça, les cas des organiques, les populations ont augmenté. Nous avons aujourd'hui plus de 80 millions d'habitants, avec des textes qui avaient pris à l'époque quand l'administration n'avait que moins de 500 000 agents. Donc tout ça, ça devient incohérent. Alors ce dysfonctionnement fait qu'on passe dans une phase de réforme. Et c'est pour dire que les textes laissés par le président Mobutu et ceux de la colonie, la Belgique, étaient devenus obsolètes, n'arrivaient pas à s'adapter aux réalités actuelles de la République démocratique du Congo et à l'évolution de la modernité à travers le monde, d'où l'obligation de procéder à la réforme de l'administration publique. Effectivement. L'administration publique. Effectivement, les textes étaient devenus obsolètes et inadaptés. Alors il a fallu à tout prix essayer de les adapter par rapport au contexte actuel, pas seulement le contexte national, mais il y a aussi le contexte international. Beaucoup de choses ont évolué. Au niveau international, il faudrait que les pays aussi puissent s'adapter. Le mode de gestion actuel, lorsque nous parlons d'une gestion axée sur le résultat, c'est des choses qu'on ne disait pas avant. Tout ça, il faut les intégrer dans la gestion moderne d'une administration publique. Alors, la réforme est là, et elle a été lancée, je pense, Pierre, si j'ai bonne mémoire, en 2017, si j'ai bonne mémoire, oui. En 2017 ou 2000, je ne sais pas, 14, 15, histoires comme ça, oui. Puisque la fois passée, vous avez dit, elle a été lancée sous la gestion du ministre de la fonction publique, Jean-Claude Kibala. Aujourd'hui, depuis qu'elle a été lancée, vous pouvez faire quel bilan, quel résultat concret depuis que cette réforme a été déclenchée? La réforme a commencé un peu bien avant l'arrivée du ministre Kibala. Seulement que les choses ont été un peu timides. On a commencé par exemple avec le recensement biométrique. Là, c'était avec le ministre Matenda. Et finalement, ce recensement a donné le résultat que ça a donné, mais Kibala, quand il est venu, il a donné une véritable impulsion. Et on a continué avec. Et puis, il y a eu notamment le nouveau statut qui était un instrument important pour l'administration. Nous avons réussi, grâce à lui, un nouveau statut qui nous a légué, mais qui doit également être accompagné de textes, nouveaux textes de règlements d'administration. Les règlements d'administration, jusqu'aujourd'hui, nous appliquons le règlement administratif qui était à l'époque utilisé dans l'ancien statut. Alors ça aussi, ce sont les textes et ce sont des lois. Il faudrait que celui qui vient d'arriver puisse y pencher pour que
ces statuts-là soient complets, parce qu'il manque des autres textes en annexe du statut. Alors tout ça, c'est des choses, ce sont des acquis de Kibala. Moi, je l'ai toujours cité. Pour moi, j'étais observateur, je l'ai vu, j'étais avec lui dans différentes réunions de la fonction publique. Je vis comment le monsieur, en tout cas, il s'est donné. On a trouvé avec lui le passage déjà à la remise en place de l'École nationale d'administration, l'ENA. On a vu avec lui la mise en place de la caisse de retraite. On a vu avec lui la mise en place des directions standards dans les différents ministères. On a continué un peu avec Ishumbicho dans cet élan-là, bien que les choses ont été un peu arrêtées avec Madame Ebongo, mais le ministre qui vient d'arriver a encore du pain sur la planche. Il peut poursuivre le reste. Alors, vous avez cité en termes de bilan, depuis que cette réforme a été enclenchée, il y a eu les recensements biométriques, oui, et il y a eu l'élaboration et publication des nouveaux statuts, oui, des agents des services de carrière publique. Oui. Et est-ce que ne trouvez-vous pas que c'est insuffisant, puisque la réforme renferme beaucoup de réalités qui devraient être réalisées, mais jusque-là, donc en quelque sorte, vous ne vous avancez pas. C'est totalement insuffisant, surtout par rapport au temps. Bon, par rapport au temps, on peut dire, bon, surtout par rapport à la volonté politique. Si quelqu'un a la volonté, vous sentez qu'il a la volonté. Ça, quand je cite régulièrement le ministre Kibala ici, c'est parce que j'avais senti en lui vraiment la volonté d'aller de l'avant. Il avait la volonté. Si les 2 années qu'on venait de perdre récemment étaient aussi mises à profit par la personne qui était là, qu'elle aussi avait une volonté politique d'aller de l'avant, on aurait déjà terminé cette boucle. Là, vous parlez de Yolande Ebongo. Non, on n'y revient plus. Son passage dans ce ministère, méga ministère, on n'y revient plus. Elle n'a rien fait. Ça, c'est du passé. Je veux qu'on parle maintenant du nouveau ministre, le jeune frère Liaou qui vient d'arriver. C'est une personne sur qui nous comptons beaucoup parce que j'ai senti son dynamisme. Dès le premier jour, le jour de la remise reprise, je suis resté là-bas moi-même, je l'ai vu, vu en parler avec les agents et certaines promesses qu'il a faites cette nuit-là ont été réalisées le lendemain. Mais ce jour-là de la remise reprise, comment était l'ambiance? L'ambiance était électrique. Oui, Madame Yolande Ebongo, comment vous avez senti cette ambiance-là avec la ministre sortante Yolande Ebongo, puisque les gens étaient là, nous avons vu une sorte de cercueil. Qu'est-ce qui est pour vous? Comment pouvez-vous apprécier cette action-là? Est-ce que les gens ont manifesté pour la gestion, la mégestion? Comment allez-vous interpréter ces comportements-là, cette ambiance de ces jours-là de la remise et reprise? Ça ne peut pas avoir une autre interprétation. C'est le ras-le-bol des agents. C'est pourquoi nous appelons toujours les gens à prendre conscience et à aimer le pays. Vous savez, quand quelqu'un arrive dans un ministère, même les agents qui sont là, quand bien même on ne les considère pas assez, mais ce sont de véritables observateurs. Ils savent que nous avons un ministre qui a la volonté, mais qui n'a pas de moyens pour nous satisfaire. Mais il y en a ceux qui savent que nous avons des moyens, mais le ministre ne veut pas le faire. Alors, chacun, il a récolté ce qu'il a sémé. Ah, madame, j'ai vraiment pitié d'elle, mais je me dis que c'est cela, cette nuit-là, elle a senti. Elle peut-être ne se rendait pas compte que l'on était en train de suivre petit à petit tous les actes qu'elle est en train de prendre. Aujourd'hui, je pense que même certains arrêtés qu'elle a pris doivent être remis en cause. Vous allez prendre des arrêtés dans la précipitation pour nommer des gens de n'importe quelle manière. Les statuts est clair. Et c'est ces services-là pour lesquels vous avez nommé des gens. On vous a dit qu'il y a des vacances là-bas. Et si vous ont demandé de nommer les gens à ces places-là, et ces arrêtés seront pris en compte dans ces différents ministères. Voilà les actes qui ne viennent pas de la conscience des hommes politiques. Il faut bien sortir. Je vous disais ici que si madame avait bien travaillé, elle avait sorti comme le professeur Bongongo. Bongongo a été vraiment transporté par les agents. Mais on se dit, papa, au Tikibiso. Bongongo disait, mais non, ils ont un mandat à l'État. Et on disait à madame, mais prenez un peu ce modèle-là. Voilà comment ce papa était conduit par les jeunes gens, jusque vers les affaires étrangères, là, on était en train de le conduire. Vous aussi, faites un effort. Et c'est ce que nous avons demandé à l'actuel ministre. Prenez l'exemple de papa Bongongo, ça va vous servir de modèle et vous sortirez grand. Et c'est une bonne chose, ça nous arrangerait. Ce que nous refusons, c'est l'immobilisme. Il
faut pas qu'il soit immobile, qu'il pose des actes. Ça sera bon. Alors, avec, comme vous venez de les citer, les nouveaux vice-premiers ministres, ministre de la fonction publique et modernisation, Jean-Pierre Lihaou, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour la réforme, puisque ce jour-là, au sortir des échanges avec la ministre sortante, elle a dit aux agents, puisque les agents étaient en grève, elle a dit aux agents, il va maintenir les dialogues. Okay. Et il les a demandé de reprendre le travail. Alors, pour vous, qu'est-ce que vous attendez qu'il fasse en termes de la réforme des gens engagés, puisque, comme vous venez de le dire, avec madame, ça n'a pas marché, il arrive. Est-ce que vous comptez qu'il va booster cette réforme avec, puisque vous avez eu des échanges avec lui, vous comptez qu'il va faire quelque chose? C'est une question de volonté. Ça, je le répète, que c'est une question de volonté et des questions de vision. Je pense que l'actuel ministre de la fonction publique arrive au bon moment où il a un chef de l'État qui a déjà une vision sur la fonction publique et qui manquait peut-être cette pièce qui pouvait l'aider à pouvoir poursuivre les réformes à la fonction publique. Déjà pour l'actuel Premier ministre, en tant qu'observateur, en tant que syndicaliste, j'ai déjà noté 3 faits importants. Lesquels? Il arrive, il trouve un ministère en grève. Il a dialogué avec la délégation syndicale qu'il a trouvée, qui est la fonction publique, et ils sont parvenus à lever la mesure de grève. Il a promis à ses agents qui comptabilisaient quelques arriérés de primes que ça sera décanté, et quelques jours après, on nous apprend que leur arriéré de primes, si c'est de 2 mois, a été payé. C'est important. Troisièmement, il est parvenu à mettre les syndicalistes divisés par le plan de madame le ministre sortant. Vous continuez toujours à la charge? Bon, elle est déjà chargée elle-même, mais elle a vu comment on s'est séparés. Cette nuit-là, elle a vécu, elle en a eu pour son compte, non? C'est les choses qu'on ne voulait pas voir, mais on l'a vu à cause de son comportement, à cause de son entêtement. Mais bon, ça c'est... Moi, je prends le 3e point. Il avait annoncé déjà les soucis du dialogue. Et lorsqu'il réunit les 2 groupes de l'INAP qui s'étaient chamaillés pour rien. Parce qu'entre nous, la personne sait pourquoi nous sommes divisés. Et parce que même dans la salle, il y en a qui ont dit non, l'INAP reste l'unique. Ils sont de l'autre côté, mais ils vous disent non, nous sommes toujours ensemble. Nous ne sommes jamais séparés. C'est qu'il y a une personne qui a teasé le feu. Ah, voilà, alors c'est ça. Ça m'a alors ce jour-là, je l'ai beaucoup apprécié dans sa démarche, parce qu'il pouvait se dire, bon, voilà, que disent les textes? On lui donne les textes. Mais est-ce qu'il y a une partie majoritaire ici? On allait peut-être se déclarer de tel ou tel autre camp. Il a dit non, je n'entre pas là-bas. Vous êtes des camarades, vous êtes des amis, vous vous connaissez. Je trouve qu'il faudrait que nous ayons seulement un compromis entre nous. On est déjà assez grand. Il a besoin de nous. Il a dit, j'ai besoin de vous. Je ne ferai rien sans vous parce que cette administration, c'est votre affaire, c'est l'affaire du gouvernement. Et c'est le grand pilier du gouvernement, l'administration. Et nous voulons que nous puissions la gérer ensemble. Je ne prendrai aucune décision sans vous. Et ce langage-là, je l'ai entendu à l'époque de Bungongo, qui disait que je ne ferai rien sans vous. Mais dans les actes, nous avons vécu ça réellement. Que chaque fois qu'il voulait entamer quelque chose, il recourait toujours au syndicat. Voilà ce que nous voulons faire. Vous allez déjà, vous prenez les devants, annoncez ça aux agents pour que quand les missionnaires vont venir, ça ne pose pas de problème. On préparait déjà la voie. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Avec la méthodologie qu'il a mise en place, de nous mettre ensemble, de dialoguer, c'est déjà une bonne chose. Donc, les 3 points-là, c'est déjà une appréciation pour moi. Et je crois qu'il aille dans cet élan-là. Et ça va dans les cadres de ce qu'on appelle dans la gestion axée sur le résultat, les actes à résultat rapide. Déjà, on donne des signes. Il a donné déjà des signes. Le bâtiment est ouvert, toutes les portes qui étaient fermées sont ouvertes aujourd'hui, vous pouvez passer partout. C'est déjà une bonne chose. Les agents ont repris un peu le coût du travail avec le paiement de leurs arriérés de primes. C'est déjà une bonne chose. Les syndicalistes aussi se sentent maintenant un peu à l'aise. Je crois que vous ne trouvez plus beaucoup de déclarations. Hein? On ne déclare plus assez parce qu'on s'est mis ensemble, on s'est dit, mais qu'est-ce qui nous a séparés finalement? Parce que tous nous sommes victimes des manques à gagner, par exemple, les subsides que l'État nous payait.
Tout était arrêté à cause de cette division. Le gouvernement sortant ici n'a même pas versé un rond, au point que nous sommes endettés même pour payer les loyers du siège de l'INAP. Voyez-vous? Donc nous sommes tous perdants. Nous représentons des organisations syndicales. Les syndicats sont perdants à cause de la turpitude de certains individus, ce qui n'est pas bon. Mais pour le moment, je pense que tout ira mieux. Voilà, avec cette volonté-là, qu'est-ce qui empêchait à Mme Yolande Bongo de payer les agents de la fonction publique, et avec l'arrivée de l'IAO, quelques jours après, il libère cette prime-là? Est-ce que c'est la volonté de travail, c'est l'amour? Comment pouvez-vous interpréter cette l'IAO arrive, il n'a pas fait la magie, et directement, il paye, le gouvernement paye la prime des agents fonctionnaires, les agents de la fonction publique. Comment interprétez-vous cet acte-là? C'est la volonté qui manquait à Mme Yolande Bongo. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je pense qu'il y a aussi un aspect politique. Hein? Il y a un aspect politique. L'aspect politique, c'est-à-dire? L'aspect politique, c'est que Madame aussi n'était plus bien vue par certains collègues ministres. Hein, voyez, les actes qu'elle a posés, c'était des actes ignobles. Hein, commençant par la fausse mise en place des secrétaires généraux, tout ça, c'est sûr. Il y a quelque chose qui passe au gouvernement qui pouvait permettre même au Premier ministre de pouvoir s'histoire de Madame depuis longtemps. On ne l'a pas fait. Alors, mais si la même personne peut dire à un ministre par où passe le paiement, il peut dire non, pour lui, il ne faut pas payer. Laisse un peu cette situation pourrir comme ça. Ça, c'est l'aspect politique. Mais je ne voudrais pas qu'on revienne sur ça. Parlons du nouveau ministre de la fonction publique. Qu'est-ce que nous voulons qu'il lui fasse pour que demain il soit apprécié comme les prédécesseurs que j'ai cités, hein, qui ont laissé des signes. Et là, je cite, j'ai toujours commencé par Kibala, un grand homme politique que j'apprécie toujours. Le procès Bongongo, qui est passé, qui était moderne, et le procès Ichumbicho, qui a poursuivi presque sur la même voie que son prédécesseur. Les trois personnes, pour moi, ils ont marqué vraiment la réforme de l'administration publique. Alors parlons de la réforme. Jean-Pierre Lihaouela, oui, il a promis qu'il va redresser l'administration publique. Parce que, comme nous savons tous, la moderniser aussi. La moderniser, oui, comme nous savons tous, l'administration, c'est la colonne vertébrale d'un pays. Il a dit. Si l'administration ne fonctionne pas, alors ce pays ne va pas fonctionner. Et en quelque sorte, chez nous, l'administration ne tourne pas en rond. Alors, Lihaouela, il a donné des signaux forts. Oui. Comme vous venez de le dire, aussitôt arrivé, il a payé les agents fonctionnaires de l'État. Il a promis, il va continuer à maintenir le dialogue. S'il y a quelque chose, tout doit se régler dans le cadre du dialogue. Et en même temps, il a lancé les sites informatiques. Ah, oui, oui. Il faut informatiser l'administration publique. C'est ça la modernisation. Pour vous, l'administration est en marche, la réforme est en marche. Alors, comment, dans quel point il peut commencer pour continuer là où les autres se sont arrêtés, comme vous avez cité Youssoumbich, Jacques-Claude Kibala, même Michel Bongongo. Voilà. Où peut-il commencer? Dans l'urgence, tout de suite là. Tout de suite là. Puisque vous êtes déterminé. Parmi les actes qui devraient continuer à poser, c'est revoir la mise en place des secrétaires généraux. Parce que cette mise en place devrait intervenir il y a longtemps. Il y a des secrétaires généraux qui ont fait 6 ans, 7 ans, 10 ans dans un même service. Ça n'existait pas. Le secrétaire général, c'est un agent de l'État qui doit connaître le roi de l'administration dans toute l'administration. Il n'est pas resté 9 ans, 8 ans, 7 ans dans une administration, non. Qui finalise la mise en place des secrétaires généraux. Ce sont ces secrétaires généraux-là qui vont l'accompagner dans la réforme, dans chaque administration. Si c'est avec les mêmes individus au même endroit, je crois que beaucoup de quoi qu'on va les déceler. Alors, qu'est-ce que nous voulons? S'il termine la mise en place des secrétaires généraux et qu'il garde le dialogue avec l'intersyndical, qu'il compte également la réunification, je crois que beaucoup de choses peuvent aller. S'il termine avec les secrétaires généraux, il y a le grand problème des cadres organiques. Les cadres organiques, on a commencé déjà avec les... Vous venez de dire que les cadres étaient déjà obsolètes, non? Ah, ok. Donc il y a des cadres organiques qui ne sont plus adaptés aux réalités actuelles dans la plupart des ministères. Il y a quelques ministères pilotes qui aujourd'hui détiennent de nouveaux cadres organiques adaptés à la gestion moderne
des finances publiques. Mais comment ça, dans une même administration, puisque vous avez les statuts, Oui. les statuts sont là, Oui. et vous avez dit qu'il y a eu déjà amorce de la modernisation, Oui. mais comment peut-on accepter que dans une même administration, il y a ceux qui utilisent les anciens textes et les autres sont en train d'exploiter les nouveaux textes? Non, les textes sont les mêmes. Nous utilisons le même texte. C'est tellement que la mise en place des structures adaptées à ces textes ne sont pas encore arrivées à toutes les administrations. Il y a des administrations où vous trouvez ce qu'on appelle les directions standards. Il y en a d'autres qui n'en ont pas encore les directions standards. Or, les directions standards, ce sont les directions qui viennent en appui aux directions métiers. Il faut les distinguer dans l'administration. Nous avons des services métiers et des services standards. Alors, dès que vous installez ces directions standards, ce sont des services qui vont permettre la mise en place, même pour le gouvernement, de ce qu'on appelle un budget programme. Le budget programme, parce que dans chaque administration, il y aura une direction administrative et financière, c'est celle-là qui va gérer le budget de chaque administration. Donc, même la manière de traiter la dépense publique va changer. Dès lors que ces structures ne sont pas encore mises en place, ça freine également la mise en place de la direction du budget programme. Donc, on a commencé par des ministères pilotes. Ça, c'était la politique du gouvernement. Il s'est dit, bon, c'était aussi une bonne mesure. On s'est dit, non, on n'embrasse pas tout à la fois. Allons progressivement. Ils ont commencé avec 5 ministères pilotes. Quels sont ces ministères? On a parlé de la fonction publique, qui a déjà un cadre organique et un nouveau cadre organique. Le ministère du budget a un nouveau cadre organique. Le ministère des Finances a un nouveau cadre organique. Je pense le ministère du plan ou portefeuille. C'était les 5 premiers ministères pilotes. Après, on en a ajouté d'autres. On a parlé de 12 ministères. Alors, il a fallu qu'on continue ainsi. Avec les nouveaux cadres organiques dans chaque ministère, ça va définir quoi? Dans les nouveaux cadres organiques, tels qu'on a défini dans les 5 premiers là. Vous avez une structure où on vous dit, il y a un secrétaire général, il y a un poste du secrétaire général. On définit les attributions de ce poste. Secrétaire général tel, il y a autant de directeurs. Pour chaque directeur, on définit ses attributions. Il y a autant de chefs de division, il y a autant de chefs de bureau. Vous allez clôturer le cadre organique avec un effectif qui est déjà connu. C'est 1000 agents par exemple. C'est-à-dire cadres et les subalternes. Ils sont 1000. Alors on va faire un effort pour affecter les 1000 personnes. À ce moment-là, vous avez une idée sur le nombre de postes et le nombre d'agents en fonction, et vous avez même la possibilité de bien maîtriser leur masse salariale. Alors maintenant, c'est sûr qu'il y aura des gens qui vont rester si on applique véritablement ces cadres organiques. Ceux qui vont flotter, ce sont des agents de l'État, ils ont déjà été recrutés par le pouvoir, on ne doit pas les abandonner, ce sont nos enfants, ce sont nos frères, mais il y a la mise à la retraite. Quand la mise à la retraite va venir, on va éponger tous ces restes-là, on va les placer là où il y aura des vacances créées par la mise à la retraite. Donc, s'il poursuit ça, sur cet élan-là, je crois que beaucoup de choses vont aller. Mais tout ça, c'est bien que ça soit accompagné par des partenaires. Les partenaires, le premier partenaire, ça doit être les syndicats. Les syndicats sont de véritables partenaires qui vont lui conseiller dans le bon sens. Et bien sûr, il y a des contraintes, c'est-à-dire les moyens financiers et tout le reste, l'appui politique. Tout ça, ça relève un peu de la politique du gouvernement. Donc, si on commence déjà par là, je crois qu'il aura déjà marqué, ça ne va pas se terminer d'un coup. Ils ont 3 ans. Et qu'est-ce qu'ils envisagent dans le programme du gouvernement? Ça aussi, il faut encore lire la feuille de route du gouvernement. Qu'est-ce qu'on va lui demander de faire pendant les 3 années de ce mandat? Vous avez cité la mise en place des secrétaires généraux et l'application des directions standards et les cadres la revisitation des cadres organiques. Les cadres pour les organiques. ministères restants. Et puis la mise à la retraite. La mise à la retraite. Et déjà les 3 points-là, ça sera essentiel. En dehors de ça. Oui. En dehors de ça. De cette réforme-là que vous insistez, est-ce que Jean-Pierre Lihao peut envisager ou continuer avec cette réforme? Après ça, il va envisager, il y a ce que si nous comptons à partir du professeur Bongongo. Il avait laissé un contentieux. Le contentieux, c'est qu'à son temps, c'est quelqu'un qui a fait vraiment un véritable travail, où il a envoyé les syndicalistes un peu partout dans différentes commissions. On a décelé qu'il y avait des situations à régulariser. Et toutes ces situations ont été presque régularisées. Mais il y a une partie qui n'avait pas été traitée. C'est la titularisation. C'est-à-dire que dans l'administration, depuis plus de 20 ans aujourd'hui, depuis que le président Joseph Kabila est passé,
la plupart des nominations n'ont eu lieu que dans l'armée, dans la police, dans les services du secret. Mais dans l'administration, il n'y a pratiquement pas eu de nomination. Ce qui a fait que quelqu'un peut passer de chef de bureau à directeur sous des différentes commissions. Il n'a jamais été nommé chef de bureau, il n'a jamais été nommé chef de division, mais parce que la contrainte est là, il faut que quelqu'un soit là, il y a une vacance, on les fait monter. Régulariser les nominations, c'est-à-dire que différents décrets du Premier ministre pour nommer les chefs de bureau et les chefs de division et les ordonnances pour nommer les directeurs et les secrétaires généraux. Tout ça, c'est un travail qui a déjà été fait pour la plupart des ministères. Il ne restait que pour le Premier ministre, commencer déjà par des décrets de nomination au grade des chefs de bureau et des chefs de division, et ça va également évoluer avec les directeurs et les secrétaires généraux. Alors, je crois que c'est un travail laissé à mi-chemin, il peut bien le continuer et le finaliser. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Alors, il y a eu un changement mis à la retraite des secrétaires généraux en 2009 qui est intervenu. Est-ce que là, vous ne pouvez pas dire ça des nominations, puisqu'il y a... Non, ça c'est la mise à la retraite. Ça, c'est la mise à la retraite. Vous savez comment... Alors, on n'a pas nommé. Comment est considérée la mise à la retraite chez nous? C'est comme une sanction. Ça, ce n'est pas un plaisir. Parce que d'abord, vous sautez à la retraite, on ne vous promet pratiquement rien. Hein? Ça, c'est ce qui est connu. Ça aussi, il faut qu'on puisse revisiter. Mais avec la naissance de la caisse de retraite, il faut renforcer cette caisse. Il faut chercher des bailleurs qui doivent renforcer cette caisse pour que, dès lors qu'un fonctionnaire va à la retraite, qu'il trouve quand même un peu de moyens, un peu de possibilités pour pouvoir financer le reste de son temps. C'est ça aussi. Mais non, on a, pour les mises à la retraite, on en a fait. On a fait en 2010, on a fait en 2017. Il y avait que les mises à la retraite. Vous sortez. Mais aussi dans quelques ministères seulement. Les gens qui partaient à la retraite, ils n'étaient pas payés jusqu'aujourd'hui. Non, il y en a qui sont restés jusqu'aujourd'hui. Je prends les gens de régie financière, par exemple, la DGI, la douane et la DGRAD. Ils ont été déjà retraités, mais jusqu'à présent, parce qu'on ne leur a rien donné, ils sont encore là en fonction. Ils continuent de travailler. C'est ça la preuve. Donc, c'est-à-dire que l'État, la mise à la retraite doit être l'affaire de l'État congolais. Il ne faudrait pas qu'on attende qu'on met ses propres agents à la retraite pour attendre qu'un financement vienne de la Banque mondiale ou d'autres bailleurs. Bon, ça peut se négocier, mais le principal doit venir du pouvoir, de celui qui vous a engagé, de celui à qui vous avez rendu service pendant autant d'années. Toute votre vie, toute votre jeunesse est partie dans l'administration. Vous n'avez rien fait d'autre que l'administration tous les jours. Mais il faudrait quand même que lorsque quelqu'un sort, il sorte quand même d'une manière honorable. C'est ça ce qui est plus important. Il faut qu'on mette les gens à la retraite. Et ça, il y a des gens qui sont fatigués, qui vous demandent cette retraite et qui vous disent même, monsieur le secrétaire général, qu'est-ce que l'État veut qu'on meure au service ou comment? Et puis quand on meurt là, on ne saura même pas nous enterrer. Voyez un peu, quelqu'un doit quand même respirer, il a travaillé, le peu de temps il reste avec ses enfants à la maison, et bien jusqu'au dernier jour, c'est quand même digne. Non? Mais puisqu'on parlait, pour le cas de la retraite, on parlait des fonds qui viendront de la Banque mondiale, j'attendais également si c'est l'Afrique du Sud, est-ce que jusque-là, il n'y a rien? Et l'actuel gestionnaire de la fonction publique, Jean-Pierre Lihaou, est-ce qu'il ne peut pas solliciter à travers le gouvernement congolais l'assistance de ces partenaires-là, afin qu'ils viennent en aide pour en RDC et aider à ce que les pays puissent payer tous ces retraités-là? Non, mais c'est une bonne chose. Tous ces partenaires-là, mais ils sont pour nous. La Banque mondiale, c'est notre banque à nous tous. Si vous sollicitez quelque chose et qu'elle est disposée à vous le donner, c'est pas mal, c'est bien. D'autres partenaires. Mais voilà, il y a une chose. Cela dépend aussi de la crédibilité de la personne. C'est pourquoi nous voulons que le ministre de la fonction publique fasse montre d'une personnalité politique. Parce que nous avons vu les exemples. Avec le ministre Kibala, il nous dit, tous les partenaires qui vous ont abandonné, ils vont revenir. Ah, comment ils vont revenir? Ils vont revenir. Et ce qu'il a dit, on a tenu. Quelques moments après, on a vu la coopération française rentrer. Et c'est cette coopération française qui a permis à Kibala de relancer l'école nationale d'administration. Avec des bâtiments, quand vous y entrez, vous vous perdez, vous ne savez pas que vous êtes dans le bâtiment de la fonction publique là. Il y a des endroits assez luxueux là-bas. Notamment l'ENA. Vous voyez, il y a eu des partenaires pour la mise en place de la caisse de retraite. Il y a eu déjà un partenaire, il nous l'a dit, que c'était des Allemands. Les Allemands étaient disposés à nous appuyer pour cette caisse et devaient mettre même des moyens. Et ils avaient préféré que
pendant les 5 premières années, qui nous appuie et qu'on mette un gestionnaire qui vient de l'Allemagne. Comme ça, il va essayer de guider les Congolais et au bout de quelques 5 ans, on laisse la gestion avec cette expérience-là et c'est sûr qu'il devrait apporter aussi des financements. Et il y a la Belgique qui a intervenu. Alors, toutes ces cellules qui ont été mises en place là-bas ont été mises en place par l'appui des partenaires, par l'appui des bailleurs. C'est ça la confiance. C'est-à-dire que l'autorité politique doit mettre un cadre de confiance qui lui remet en confiance avec tous les autres partenaires qui peuvent nous venir en appui. C'est une bonne chose. Et ça aussi, on va le juger sur ça. Parce que si les partenaires vous fuient, et comme les 2 années qu'on venait de passer ici, on ne voyait plus personne. Ils ont disparu. Ils ont disparu. Le bâtiment est resté comme un mouroir. C'est pitoyable, ça. Alors, vous voulez conseiller à Jean-Pierre Lihao, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, de pouvoir s'ouvrir à l'extérieur pour chercher les partenaires. C'est ce que vous voulez conseiller? Seulement, il n'y a pas de conseil, il sait que c'est cela. Je crois que... Puisque vous avez donné l'exemple, le ministre Jacques-Claude Kibala, quand il est arrivé, l'ouverture aux partenaires est il s'est penché à l'extérieur. Nous sommes dans une situation les Belges sont arrivés, les Français, les Allemands. Est-ce que vous voulez les voiler la face? Vous voulez les conseiller de la même manière? Oui, on ne doit pas se voiler la face. Nous sommes dans une situation de crise, le pays n'a pas suffisamment de moyens. Ça, ce n'est pas compris par tous. Mais nous, au moins, nous savons que nous n'avons pas avec un budget de 500 milliards, de 5 milliards ou 6 milliards qu'on peut résoudre l'ensemble des plans de l'administration. Lui, il a l'objectif de la modernisation. Et le chef de l'État insiste sur la modernisation. Or, la modernisation suppose des moyens financiers pour sa mise en œuvre. Alors, tous ces moyens-là, nous ne les aurons pas dans notre budget. Je crois qu'on doit quand même faire affaire à des partenaires, mais pourvu que vous fassiez montre du sérieux dans la gestion, c'est ça l'aspect confiance. Pour renouer la confiance, il faudrait que dans les actes que vous posez, les partenaires sentent effectivement que nous avons affaire à une personne à qui nous devons mettre notre confiance et que la gestion de ce que nous mettrons à sa disposition sera une gestion saine et correcte. C'est la gestion. C'est ça. Il y a plusieurs cellules qui sont là avec les fonds de la Banque mondiale. Et quand la banque devient réticente à vous solliciter, non, il commence à... C'est parce que le premier rapport ne reflète pas la réalité. Et ce que vous avez fait avec les fonds qui ont été mis à votre disposition. Et ça déshonore un peu. Voilà. SG, vous avez presque tout brossé en quelques mots. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'une production. Voilà. Alors, vous avez oublié, puisque dans votre secteur syndical, il y a des choses qui se passent là. Vous n'avez pas voulu toucher ce côté-là, c'est-à-dire la tenue des élections. Puisque les élections, dans ces cadres-ci, interviennent dans le cadre également de la réforme ou de la modernisation de l'administration. Oui, c'est un résultat des réformes. Voilà, il y a des tractations là-dessus depuis qu'elles ont été organisées en 2016. Si j'ai bonne mémoire, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2021. Et rien ne s'est, puisque les élections syndicales se tiennent après 3 ans. On les organise. Mais on ne les a pas organisées. Nous venons de faire 2 mandats de bonus comme ça. Des bonus comme ça, mais vous avez glissé. Parce que le pouvoir lui-même est organisateur. Le pouvoir organisateur ne l'a pas fait. C'est le pouvoir qui organise les élections. Ce n'est pas les syndicats qui organisent les élections. Les syndicats organisent les élections à l'interne chez eux. Qui devient secrétaire général, qui devient secrétaire général. Ça, c'est leur affaire interne. Mais l'organisation en tant qu'élection sociale, ça, c'est l'employeur. C'est lui qui s'est dit, bon, voilà maintenant, mes partenaires, votre mandat est déjà touche à sa fin, j'organise de nouvelles élections. Voilà, nous devons mettre les choses sur la table. Comment nous allons nous y prendre? Et je pense que lui, il a déjà promis ça. Le vice-premier ministre l'a déjà annoncé. Ah bon, il a annoncé les signes. Oui, il a déjà annoncé ça, je l'encourage sincèrement. Je l'encourage sincèrement, c'est comme ça qu'il a apaisé un peu les esprits, chacun d'entre nous se prépare pour les élections. Mais en attendant les élections, comment nous allons essayer de l'accompagner, accompagner le gouvernement dans ce processus de réforme pour que tous nous réussissions. Pendant que chez vous, les syndicalistes... Non, il n'y a pas du méli-mélo. Je crois qu'à une seule séance seulement, nous avions senti que tous, on était un. Et que seulement, il y a quelqu'un qui était en train de bouger les têtes de certains amis pour des promesses. Là, vous voulez toujours citer Yolande Bongo. Non, je ne citerai plus ces noms. C'est pour moi. Bon, c'est notre sœur, vous voyez. C'est notre sœur, c'est notre compatriote. On aurait souhaité qu'elle réussisse très bien son mandat à la fonction publique et qu'elle sorte de manière aussi, un peu comme ses prédécesseurs.
C'est ça notre souhait au départ, on le lui a dit. Que de tomber dans de fausses promesses. Non, en politique, on ne vient pas avec de grosses promesses dès lors qu'on sait qu'on les tiendra. Il faut toujours avoir de la retenue, avoir de réserve. Et surtout savoir mettre tout le monde, considérer tout le monde. Il y a de l'humilité, l'exemple de l'humilité est donné déjà par le chef de l'État, qui vous a dit que j'ai supporté même des humiliations. Quand un chef vous dit ça, vous voyez ce degré d'humilité. Il a supporté même des humiliations. C'est fort, non? Et c'est le chef de l'État qui le dit. Si les gens qui sont autour de lui peuvent adopter ces comportements, et je sais que ça sera le cas de son frère Liao, on va bien évoluer et le pays peut attendre beaucoup de choses de ce gouvernement. Ah, vous avez dit que vous allez soutenir le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao à bien réussir son mandat à la tête de ces ministères. Secrétaire général, nous sommes pratiquement à la fin de notre mission. Nous avons introduit, puisque nous l'avons dit plusieurs fois, désormais, nous allons commencer à parler particulièrement de la réforme de l'administration publique. Aujourd'hui, c'est la partie introduction. Voilà. Nous allons revenir pour développer chaque point de cette réforme de l'administration publique. C'est très important. Très important, et dans à travers d'autres séances ou émissions, numéros de l'émission, nous allons pouvoir amorcer toutes ces parties-là pour fixer l'opinion nationale et plus particulièrement l'opinion des agents et fonctionnaires de l'État. Téléspectateurs de Canal King Télévision, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ces numéros de l'émission Monde du Travail, qui s'occupe des questions du travail dans tous les secteurs de la vie. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans votre secteur? Toutes ces réalités, nous les développons dans cette émission sur le plateau de Canal King Télévision. Merci, à la prochaine. Merci.